Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire, donc le rendez-vous santé sécurité numéro 2. Je suis Vincent Garneau sur l'ensemble des thématiques, le développement durable et RSE. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat des CCI d'Occitanie avec la DRETS Occitanie et l'ensemble des acteurs du PRST. Aujourd'hui, nous avons deux experts qui vont vous parler du sujet qui nous intéresse, travail par forte chaleur. Donc, on aura Thomas Bonzon pour la CARSAT Languedoc-Roussillon et Virginie Nègre pour la DRETS Occitanie. Ils se présenteront à leur prise de parole. Donc, l'objectif aujourd'hui, dans le cadre du partenariat qu'on a avec le PRST, c'est de vous présenter des outils, de vous donner de l'information. Donc, on a voilà, mis en place ce webinaire qui tombe à pic, voilà, sur le travail par forte chaleur. L'idée, c'est de vous faire un rappel de la réglementation et de vous présenter la prévention associée. Il y aura un premier temps sur le contexte climatique et les effets sur la santé, un rappel sur le cadre réglementaire et les pratiques constatées, et les derniers arrêtés aussi qui viennent d'être publiés récemment. Et puis, voilà, un retour sur les principes de prévention qu'il faut mettre en place. Et il y aura un temps d'échange avec vous. Donc, pour cela, n'hésitez pas à utiliser l'espace conversation. On reprendra vos questions, on les posera aux experts en fin de webinaire. Voilà, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je passe la parole à Thomas. Bonjour à tous. Euh, du- je suis donc Thomas Bonzon, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon, responsable du centre de mesure physique. Donc là, je vais vous faire une petite introduction sur le contexte climatique et les effets sur la santé. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle la trajectoire d'adaptation au changement climatique qui a été définie par les pouvoirs publics et qui indique que, en gros, la tendance en lien avec le changement climatique, c'est un réchauffement de 2,7 degrés pour la France métropolitaine en 2050, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà, par rapport à l'ère pré-industrielle, sur un niveau de réchauffement de 1,7 degré. Alors, ça, c'est un réchauffement moyen. Du coup, le vrai impact, ça va être sur les phénomènes extrêmes. Et parmi les phénomènes extrêmes, ben, il y a les vagues de chaleur. Et donc là, vous avez un graphique qui a été réalisé par Météo France qui prédit en fait les vagues de chaleur à la fois en intensité et en durée jusqu'en 2100. Et en fait, vous voyez la canicule de 2003 qui est en rouge. Et ce que vous pouvez constater assez facilement, c'est qu'on va devoir faire face à des vagues de chaleur qui seront à la fois plus intenses et également beaucoup plus longues que celles qu'on a connues par le passé. Et puis également, celles-ci, ces vagues de chaleur, elles vont se multiplier. Donc, une vague de chaleur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est lorsque la température de l'air, à la fois en journée et la nuit, est anormalement élevée de quelques jours à quelques semaines. Et donc, en fait, ça représente un risque sanitaire, en particulier pour la population fragile ou surexposée. Un dôme de chaleur, c'est le même phénomène, mais plus localisé. Et en fait, alors en santé publique, on a défini enfin, une terminologie. Si cette période de vague de chaleur elle est courte, 1 à 2 jours, on appelle ça un pic de chaleur. Si cette période elle dépasse 3 jours ou 3 nuits, pardon, on appelle ça une canicule. Pour autant, cette canicule, déjà, ces niveaux de canicule, ils ont des températures seuil qui sont différentes en fonction de la géographie. Dans le nord, par exemple, ces températures seuil sont plus basses que dans le sud de la France. Mais en santé au travail, d'une certaine manière, c'est pas uniquement ces seuils de vigilance canicule qui devraient nous importer, mais également le fait qu'on puisse avoir affaire à des pics de chaleur parce que finalement, les risques qu'on peut avoir sur un chantier ou dans une entreprise lorsque la température est élevée, même sur une journée, peuvent suffire à générer des accidents et des accidents qui peuvent être parfois mortels. Et ça a été le cas très récemment avec un jeune de 19 ans qui est décédé
sur un chantier, alors même que la température était de l'ordre de 28 degrés ce jour-là, mais parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent également ces risques-là, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, à ça se rajoute également le phénomène des îlots de chaleur urbains, parce que dans des villes avec un aspect très minéral, où il y a peu de végétation, etc., et bien, effectivement, on a des phénomènes de chaleur qui sont plus importantes que dans les environs, et avec des augmentations de plusieurs degrés de la température ambiante. Donc les impacts sur la santé, ils sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, effectivement, c'est tout ce qui est rougeur, douleur, fièvre, mal de tête, coup de soleil. Et puis derrière, on peut avoir un syndrome d'épuisement, des maux de tête, des vomissements, des vertiges, des pertes de connaissance et de la faiblesse musculaire, ce qui, entre parenthèses, engendre d'autres risques. Et puis, ça va jusqu'à la déshydratation sévère, une augmentation de la température du corps à des températures qui engendrent en fait le décès, ce qu'on appelle le coup de chaleur, avec convulsions, délire, arrêt de la thermorégulation, des lésions cérébrales irréversibles et un arrêt cardiaque qui engendre la mort. Par ailleurs, la chaleur, elle induit également une baisse de vigilance et une augmentation des temps de réaction. Alors ça, c'est particulièrement critique dès lors que l'on travaille notamment avec des machines ou des engins. Et puis, la transpiration rend les mains glissantes. Ça aussi, c'est un facteur important, notamment lorsqu'on utilise des outils manuels ou que l'on est amené à manipuler, effectivement, encore une fois, des machines, des engins, etc. En ce qui concerne la sinistralité, aujourd'hui, on a relativement, on a des données qui sont partielles, parce que effectivement, les accidents du travail mortels, pour qu'un accident du travail soit reconnu comme tel, déjà, il faut qu'il survienne au lieu et au temps du travail, ou qu'il y ait un lien de causalité qui soit directement effectué, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, les AT mortels en lien possible avec la chaleur qui sont donnés dans le tableau suivant, ce sont des remontées de la DGT, donc la Direction Générale du Travail, qui, une fois par an, fait un bilan et qui est remonté à Santé publique France. Et ce qu'on voit donc, c'est qu'on a une dizaine de décès qui sont identifiés en lien possible avec la chaleur, chaque année environ, et que les dernières données nous indiquent qu'il y a au moins une bonne proportion de ces décès qui surviennent dans le BTP, dans l'agriculture. Mais encore une fois, ça masque certainement des décès qui ne sont pas pris en compte, parce qu'on peut avoir des gens qui décèdent chez eux, notamment après le travail, et des fois plusieurs jours ou après l'exposition. Voilà. Donc, on a une partie de ces décès qui ne sont pas pris en compte. Voilà, je passe la main à Virginie pour la suite et puis je reviens tout à l'heure. Parfait, Merci Thomas. Je vous remercie. Du coup, je me présente. Je m'appelle Virginie Nec, je suis responsable du service santé sécurité au travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Occitanie. Donc l'objectif là, c'est de vous présenter un petit peu le contexte réglementaire, mais surtout en lien avec les actions qui ont été menées en 2025 sur la période du 1er juin au 15 septembre par le système d'inspection du travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous présenter une partie de la réglementation, je vais le mettre en lien avec ce qu'on a constaté sur le terrain. Alors, le contexte général, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Thomas. On a des vagues de chaleur plus fréquentes, longues et intenses, qui dégradent les conditions de travail. On est face à un phénomène qui est pas conjoncturel, mais bien structurel et qu'il faut anticiper. Ça va être un petit peu mon discours tout au long de cette présentation. Le risque chaleur, nous avons constaté qu'il était sous-estimé par les organisations, parce que certains postes restent fortement exposés malgré les pics, malgré les vagues et malgré la canicule. Et les horaires sont encore peu ou pas adaptés aux pics de chaleur.
il y a un cadre réglementaire qui est renforcé depuis le 2025. Aujourd'hui, on a agi plus un an de sa mise en œuvre, mais on constate que des écarts persistent. Alors, ce cadre réglementaire, il date de l'an passé, je vous l'ai dit, c'est un décret et un arrêté qui date du 27 mai 2025 et la création d'articles dans le Code du travail, le R4463.1 ou R4463.8. Aujourd'hui, le risque chaleur est bien identifié comme un risque spécifique autonome. Il engendre des obligations explicites et il concerne absolument tous les secteurs et non pas que le BTP. Alors, la notion de chaleur intense, c'est-à-dire ce qui a pour conséquence juridique de déclencher les obligations des employeurs, elle est définie par les seuils vigilance de Météo France au niveau jaune, orange ou rouge. Bon, ben là, typiquement en Occitanie, aujourd'hui, tous les départements sont en vigilance, soit jaune, soit orange, soit rouge. Alors, l'obligation de prévention, elle commence bien entendu par une obligation d'évaluation des risques professionnels, que ce soit pour les postes intérieurs ou extérieurs, avec une intégration dans le document unique d'évaluation des risques professionnels du risque de forte chaleur et notamment une identification des postes exposés. Si l'employeur constate qu'il y a un risque d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, il doit mettre en place des mesures de prévention. Mais le document unique, ce n'est pas le seul document dans lequel doit apparaître le risque chaleur. Il y a également le programme annuel de prévention de l'entreprise, les plans de prévention quand l'entreprise fait intervenir des entreprises extérieures et sur les chantiers du BTP, le plan général de coordination, le plan particulier sécurité, protection de la santé. Sur le terrain, ce qu'ont constaté les agents du système d'inspection du travail, c'est qu'il y avait quand même une très faible formalisation du risque chaleur dans tous ces documents. En ce qui concerne les mesures de prévention, le Code du travail en cite un certain nombre, notamment l'organisation du travail, l'aménagement des postes, les moyens techniques, l'eau fraîche et potable à proximité du poste de travail, les équipements, notamment les équipements de protection individuelle, et bien entendu, tout ça couplé avec une obligation de formation et d'information des salariés en amont et pendant la vague de chaleur. En ce qui concerne les mesures organisationnelles, elles peuvent prendre la forme d'adaptation des horaires, d'une baisse de la durée du travail, d'une limitation de la durée d'exposition, de pauses plus régulières en zone fraîche et d'une rotation des tâches, notamment pour les salariés les plus exposés. Nous avons constaté que beaucoup d'entreprises maintenaient des tâches pénibles aux heures les plus chaudes et les pauses étaient insuffisantes ou mal positionnées. Ce que je peux vous dire aujourd'hui également, c'est que plusieurs arrêtés préfectoraux dans la région prévoient un aménagement possible des horaires pour permettre aux entreprises de démarrer plus tôt ou pour interdire aux entreprises de travailler à certaines heures. Dans la Haute-Garonne, sur Toulouse Métropole et Sicoval, en période de vigilance rouge, il y a une suspension des activités du BTP de 12h à 20h avec une possibilité de démarrer les travaux à 6h, sauf à proximité des établissements sensibles. Dans le Gers, en période de vigilance rouge, le début du travail est possible dès 5 heures, avec évidemment une information préalable de la mairie et des riverains du lundi au samedi. Dans l'Aveyron, la plage horaire de 6h à 20h est possible du 15 juin au 15 septembre, sauf le dimanche et les jours fériés. Et dans le Gard, jusqu'au 29 juin, la plage horaire peut s'étendre de 6h à 21h30 du lundi au vendredi. Donc, on voit aussi que les préfectures ont pris la mesure de ces périodes de vigilance. D'autres mesures peuvent être prises, les mesures techniques, mettre à disposition des zones ombragées, une ventilation, une isolation, une brumisation et des zones de repos. Sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une faible intégration dans la conception des postes de travail et les bâtiments sont souvent inadaptés à la chaleur. L'eau potable et fraîche, alors ça, je vais particulièrement insister puisqu'on a constaté, vous allez voir, je vais vous donner les chiffres, que en fait, ce n'est pas une obligation qui est forcément respectée par les entreprises. Il faut prévoir une quantité suffisante d'eau fraîche et donc maintenue au frais à proximité des postes. Et quand il n'y a pas l'eau courante, c'est à minima 3 litres d'eau par personne et par jour. Ce qu'a constaté l'inspection du travail, c'est que l'accès à l'eau était souvent éloigné et qu'il y avait une absence de maintien au frais.
Ensuite, il faut également aménager les postes extérieurs. Et sur le terrain, on se rend compte que souvent les salariés sont exposés directement, qu'il n'y a pas d'abri et que les aménagements sont insuffisants. Je vais aussi insister sur les travailleurs vulnérables. Nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur et il y a des salariés qui sont plus vulnérables que d'autres au risque chaleur. Notamment, certains publics sont concernés du fait de leur âge, de leur pathologie, de leur état de grossesse. Il y a vraiment une obligation d'adaptation des mesures en lien avec le service de prévention et de santé au travail inter-entreprise de proximité de la part de l'entreprise. Les mineurs, c'est-à-dire les moins de 18 ans, ne doivent pas être affectés à des travaux qui les exposent aux températures extrêmes, susceptibles de nuire à leur santé. Il n'y a pas de dérogation possible. On ne peut pas faire travailler un jeune mineur par 40 degrés sous forte chaleur en extérieur. L'employeur doit également prévoir une obligation d'organisation des secours en cas de problématique. Donc, il doit prévoir des modalités de signalement, une organisation des secours, une prise en compte aussi des travailleurs isolés et puis une transmission de toutes ces informations à son service de prévention et de santé au travail de proximité. Sur le terrain, on se rend compte que les procédures ne sont pas formalisées, peu connues et qu'il y a souvent une gestion tardive des malaises. On l'a vu avec la présentation de M. Bonzon, c'est très problématique. Le rôle de l'inspection du travail. L'inspection du travail va effectuer des contrôles toute l'année, mais plus particulièrement au moment des vagues de chaleur et notamment entre le 1er juin et le 15 septembre. En amont, il y a une information, une sensibilisation, un outillage qui est proposé par les agents de contrôle du système d'inspection du travail. Les services renseignements aussi peuvent vous renseigner sur vos obligations et vous pouvez prendre des informations en tant que salarié ou en tant qu'employeur auprès de ces services. Et nous avons une vigilance particulière pour tous les accidents qui sont possiblement liés à la chaleur. Les points de contrôle, ils sont assez simples, ça reprend ce que je vous ai dit. D'abord, la formalisation dans le document unique, mais pas que, plan de prévention, PPSPS, PGC, la mise à disposition d'eau fraîche et potable à proximité du poste de travail. On va regarder l'ambiance thermique s'il fait trop chaud et l'organisation des secours. Et les suites juridiques possibles, depuis 2025, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'entreprise en cas de chaleur intense. C'est une mise en demeure de 8 jours avant un éventuel procès-verbal, si l'entreprise ne définit pas ou définit insuffisamment des mesures ou actions de prévention qui sont adaptées au risque. En 2025, l'inspection du travail a effectué 712 interventions en Occitanie. Les principaux secteurs concernés sont la construction, l'agriculture, l'hébergement et la restauration, le commerce et l'industrie. Il y a eu 12 mises en demeure, donc pour aménagement d'horaire, mise à disposition d'eau ou une demande d'amélioration des systèmes de ventilation ou d'aération. Et dans tous les cas, dans ces 712 contrôles, les agents ont constaté un défaut ou une insuffisance d'évaluation du risque chaleur. Dans 92% des cas au niveau national et 94% des cas en Occitanie, on sait qu'on est dans une région particulièrement concernée, les agents ont constaté une absence ou une insuffisance de boissons fraîches sur les postes de travail en intérieur comme en extérieur. Quelques exemples de situations observées. Des températures très élevées ont été constatées, notamment dans des transports non climatisés. On a relevé des températures allant jusqu'à 41 degrés, sur des chantiers du BTP jusqu'à 48,5 degrés à l'ombre. Et on se rend compte aussi que dans la restauration, notamment les boulangeries, les zones de fabrication et de préparation, il manquait un système de ventilation et de rafraîchissement pour permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions. Le risque canicule est quasiment systématiquement sous-évalué ou totalement absent du DU, et ce qui démontre un manque total d'anticipation de la part des employeurs. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que l'enjeu pour les entreprises, c'est passer d'une gestion de crise estivale, comme on la connaît aujourd'hui, on est en période de vigilance extrême, à une prévention continue et anticipée, c'est-à-dire penser ce risque comme un risque professionnel à part entière toute l'année et l'évaluer
pour pouvoir prendre les meilleures dispositions au moment du pic de chaleur. Parce que la chaleur aujourd'hui, c'est un risque qui est encadré juridiquement. La clé, c'est bien d'anticiper, d'adapter et de protéger. Et souvent, les entreprises soit n'aménagent pas ou aménagent peu leur temps de travail. Nous, ce qu'on souhaite privilégier, c'est aussi peut-être une baisse du temps de travail pendant ces périodes de forte chaleur et de canicule. Et d'ailleurs, pour répondre aux préoccupations des entreprises à ce sujet, il y a des systèmes qui vous permettent, en cas de vigilance, 3 dispositifs sont non cumulables, mais en cas de l'arrêt du travail. D'abord, vous pouvez permettre à vos salariés de récupérer les heures perdues. C'est possible jusqu'à 12 mois après la période d'arrêt d'activité et c'est limité à 1 heure par jour ou 8 heures par semaine. Il y a aussi un dispositif qui s'appelle un dispositif d'activité partielle qui est accordé au cas par cas par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités pour motif exceptionnel. L'employeur, bien entendu, doit être à jour dans sa prévention et la dette ou la dette PP va autoriser au cas par cas la mise en place de ce dispositif d'activité partielle. Cependant, en cas d'abus récurrent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'un employeur qui ne prend aucune disposition, l'administration peut imposer des adaptations ou refuser l'aide. Il y a également un dispositif spécifique pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les entreprises du bâtiment doivent obligatoirement solliciter leur caisse pour être indemnisées au titre du régime des intempéries avant de solliciter le dispositif d'activité partielle. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc je vais laisser à nouveau la main à Thomas pour vous expliciter les mesures de prévention et les ressources utiles. Très bien. Merci pour ce rappel réglementaire et c'est très utile aussi d'avoir les retours du terrain. Thomas, à toi pour nous présenter les mesures de prévention. Suite, pardon, merci Virginie, les mesures de prévention. Donc rapidement, je vais vous parler de l'importance d'anticiper parce qu'effectivement aujourd'hui c'est mal choisi, mais on est dans une journée effectivement particulièrement critique sur le sujet. Mais travailler sur le sur le risque d'exposition des salariés à la chaleur, bah, ça s'improvise pas en fait. C'est quelque chose qui s'anticipe. Vous avez là l'exemple d'un outil qui s'appelle le rétro-planning qui a été développé avec l'OPP, BTP, pardon, l'INRS et puis la FNTP et qui vous montre que en fait, ben voilà, la période de forte chaleur, c'est en amont qu'il faut commencer à travailler, justement, anticiper l'organisation du travail, la gestion des ressources en eau, l'actualisation du DURP notamment. Voilà, tout ça, ça se prépare en amont et ça ne s'improvise pas à la dernière minute. Donc c'est un travail qui doit être mené tout au long de l'année. Et en fait, le risque travailler à la chaleur est un risque professionnel comme les autres. Et donc, il doit faire partie de l'évaluation des risques professionnels du document unique. Donc, sur la partie évaluation, ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas vous détailler toute la démarche ATP, qui veut dire astreinte thermique prévisible, qui en gros permet d'évaluer un petit peu quels sont les risques pour une personne dans une situation de travail donnée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est homéotherme, donc il est à l'équilibre dans son environnement et qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent cet équilibre. Et il n'y a pas que la température de l'air qui contribue à une élévation de la température corporelle ou à une perte hydrique. Il y a également d'autres facteurs comme l'humidité, la vitesse de l'air, le rayonnement notamment. Hein. Par exemple, lorsqu'on travaille en plein soleil, on est fortement exposé au rayonnement. Et donc, en fait, il faut être capable d'analyser un petit peu cette situation pour savoir sur quelles mesures de prévention on va pouvoir agir. Et puis, encore une fois, l'élévation de la température corporelle, ce n'est pas le seul risque. Il y a un gros risque qui est lié à la perte hydrique.
Lorsqu'on perd trop de quantité en fait d'eau, eh ben, en fait, il y a des conséquences qui peuvent être irréversibles sur le corps. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour vous illustrer ça. Avec l'exemple d'une personne qui travaille sur une température de l'air TA à 30 degrés, température de rayonnement 35 degrés parce qu'il travaille à l'ombre, voilà, une tâche légère, etc. Donc là, on n'atteint pas les valeurs seuil, que ce soit la durée limite d'exposition pour pas que la température du corps ne s'élève de trop ou que les pertes hydriques soient trop importantes. Et puis on voit que quand on vient faire varier, par exemple ici la température de rayonnement, parce qu'on travaille en plein soleil, là on atteint la durée limite en termes de perte hydrique au bout de 141 minutes, donc bien moins que les 8 heures de travail, parce que on perd déjà 10 kg de sueur en fait. Et puis, lorsque la température de l'air s'élève à nouveau, là, on a effectivement la durée limite d'exposition à la chaleur qui passe en dessous du seuil des 8 heures, qui est même bien en dessous, et la température liée à la perte hydrique également. Et puis, là, lorsque la température s'élève à 40 degrés, avec malgré tout là un travail à l'ombre, on a une perte hydrique qui est trop importante et qui donc impose de réduire à minima une quarantaine de minutes, non, un peu plus, 80 minutes le temps de travail. Et puis lorsque la tâche est plus dure, là on a un métabolisme qui passe à 190 watts par mètre carré. Là on voit encore une fois on est en gros dans la même situation que le premier cas. On voit qu'on a une durée limite hydrique qui est plus faible que les 8 heures de travail. Voilà. Et puis, on a un peu le même cas qui se produit lorsque la tenue devient plus isolante. Si on a des tenues notamment qu'on retrouve notamment par exemple dans le désamiantage, etc., on va avoir des durées limites qui vont devoir baisser. Donc, l'évaluation de la situation, là, c'est un peu une évaluation d'expertise, mais on peut le faire au moyen d'une démarche normalisée en faisant de l'observation et du mesurage de mesures physiques. On peut faire également avec des mesures de fréquence cardiaque, comme savent le faire certains services de santé au travail. On peut aussi faire une démarche d'évaluation simplifiée. Il existe aujourd'hui des outils à l'étranger, notamment au Canada et en Suisse. Là, c'est l'outil canadien qui, en gros, sur lequel, en gros, vous allez renseigner la température de l'air, la température, l'humidité relative, les conditions d'exposition et la tâche de travail, et puis qui va vous dire où vous vous situez sur une échelle que vous retrouvez sur la droite. Les Suisses, ils ont un outil un petit peu différent avec carrément qui prend en compte la météo locale, etc., enfin, sans que vous ayez à renseigner quoi que ce soit. Donc ça, c'est des outils qui existent. On est en train, nous, au niveau français, avec l'INRS notamment, de travailler au développement d'outils similaires pour la France. Un petit point sur la législation. Je vous ai donné l'exemple de Chypre et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Virginie, c'est qu'à un moment donné, l'adaptation des horaires, etc., c'est bien, mais il y a aussi la durée du temps de travail sur laquelle il faut travailler parce que, en fait, ce qu'ils ont fait à Chypre et ils ont fait également quelque chose de similaire en Belgique, c'est qu'en fonction de la température, de l'humidité et du type de travail léger, modéré ou lourd que vous allez effectuer, eh ben, vous avez une plage alternance, une alternance de travail-repos en pourcentage du temps. Et on voit que dans certains cas, eh ben, ça va même jusqu'à l'arrêt total du travail parce qu'on considère que, c'est pas on considère, c'est les températures et le taux d'humidité sont tels que, en fait, par rapport à la tâche considérée, ça serait trop dangereux de continuer à travailler. Donc, je vais vous faire maintenant un petit point sur les mesures de prévention et sur trois volets différents, les mesures de prévention organisationnelles, les mesures de prévention techniques et les mesures de prévention humaine.
Donc, les mesures de prévention organisationnelle parmi lesquelles on peut aller piocher, la première, je vous en ai parlé, c'est déjà d'anticiper la prévention avant l'arrivée des fortes chaleurs. La deuxième, ça fait le lien également avec ce que je vous ai dit à l'instant, c'est assurer une veille météorologique, donc regarder quelles vont être les conditions dans les jours qui viennent, etc. Adapter la durée du travail et donc limiter les temps d'exposition. Lorsqu'on est dans des conditions extrêmes, et effectivement, il faut avoir des périodes de repos qui soient plus importantes et donc réduire le temps de travail. Donner des pauses plus importantes et puis ça peut effectivement aller jusqu'à l'arrêt total du travail. Ensuite, il faut pouvoir en second adapter les horaires lorsque c'est possible. Malgré tout, effectivement, l'adaptation des horaires peut amener d'autres problématiques et puis ça peut engendrer à la longue de la fatigue également pour les salariés concernés. Et la fatigue, elle a un impact aussi sur la santé, notamment dans des conditions de chaleur intense. Quelque chose auquel malheureusement on ne pense pas assez, c'est la question de la saisonnalité des tâches, parce qu'effectivement, il y a certaines tâches dans les conditions d'aujourd'hui et les conditions de demain qu'il va falloir programmer en fonction de l'année. On sait déjà faire ce genre de choses, par exemple en altitude, parce que, par exemple, on ne fait pas des travaux en extérieur de couverture, etc., quand il y a de la neige. Et c'est un petit peu la même chose qu'il va falloir faire pour nos régions et pour toute la France d'ailleurs, hein. Mais c'est de prévoir que certaines tâches ne peuvent pas être effectuées en période estivale et se laisser des formes de latitude pour pouvoir justement s'adapter et accepter de ne pas faire certaines tâches dans des conditions de chaleur trop importantes. Vous avez l'exemple à droite, je vous ai mis d'une entreprise qui fait de l'isolation et qui, elle, a justement décidé de travailler là-dessus pour revoir la saisonnalité de ses tâches et donc d'effectuer moins de tâches dans des conditions extrêmes en période estivale. Donc ensuite, c'est éviter le travail isolé. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui fait un malaise, s'il est isolé, ça va être très compliqué. Aménager des aires de repos climatisées. Ça, c'est relativement facile à comprendre et à réaliser. Je ne sais pas si c'est facile à réaliser, mais en tout cas, ça doit être quelque chose qui doit être envisagé très fortement. Et à minima, ça doit être des aires de repos qui doivent être ombragées. Fournir une source d'eau fraîche et inciter les salariés à boire souvent. Alors pendant que Virginie parlait, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la distance des sources d'eau, etc. Dans le code du travail, il n'y a pas une distance qui est imposée, mais enfin, il y a une question de bon sens. Il faut que ça soit à quelques dizaines de mètres grand maximum du poste de travail. Sinon, on comprend bien que pour les salariés, ça va être une contrainte supplémentaire. Et donc, on le sait très bien que dès lors qu'il y a une contrainte supplémentaire, mais il y a des chances qu'ils le fassent moins régulièrement et moins naturellement. Donc, en fait, il faut que ça soit au plus près des postes de travail. Établir une procédure d'urgence en cas de malaise lié à l'exposition à la chaleur, ça c'est important. C'est pas quelque chose qui est bien connu et qui est forcément bien maîtrisé, y compris par les sauveteurs secouristes du travail. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut voir à intégrer et à prendre en compte et que les gens soient formés correctement. Et puis, un point qui est quand même important, et notamment dans tout ce qui est chantier de BTP, c'est la prise en compte des risques en amont par les maîtres d'ouvrage, parce que c'est eux qui ont la main, notamment sur les phasages de chantier, etc., et sur les délais. Donc, en fait, s'ils imposent aux entreprises de venir travailler alors qu'il y a des températures qui sont trop importantes, ils ont une part de responsabilité dans les conséquences que ça a. Voilà.
Donc, sur les mesures de prévention technique, là, on peut mettre en place des moyens de réduction de la température. Pour les entreprises dans lesquelles on a de la ventilation des locaux et avec rejet de l'air à l'extérieur, on peut récupérer les frigories avec des échangeurs, tout comme on peut récupérer les calories en hiver avec ce qu'on appelle une double flux, très simplement. On peut faire la même chose en été. On peut faire du géocooling en récupérant justement la fraîcheur du sol. On peut mettre en place du refroidissement ou de la climatisation avec des pompes à chaleur et des climatisations, tout simplement. Du rafraîchissement adiabatique qui en fait permet en humidifiant l'air d'abaisser la température. Et puis, on peut mettre également de la ventilation nocturne. On peut mettre en place des brises soleil, des toitures réfléchissantes, ce qu'on appelle le cool roofing, en peignant les toitures en blanc, ce qui permet d'abaisser quand même la température de plusieurs degrés, voire même jusqu'à une dizaine de degrés. Mettre en place des ombrages pour les travaux en extérieur, y compris pour les chantiers. Hein. On peut mettre en place des ombrages pour que les gens travaillent à l'ombre. On peut climatiser les bases vies et les véhicules. On peut également aménager des cabines d'observation climatisées, notamment par exemple dans les carrières, etc. Enfin, voilà, quand il y a des besoins comme ça d'avoir des cabines, on peut mettre en place des climatisations dessus. Un facteur qui n'est pas négligeable, c'est la mécanisation et l'automatisation des tâches en ambiance thermique élevée. On en a parlé tout à l'heure, hein. Plus la charge de travail est importante et plus les risques sont importants, à la fois pour l'élévation de la température du corps et à la fois pour les pertes hydriques. Donc en fait, la mécanisation, ça permet de répondre à ça. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui s'anticipe et sur lequel il faut travailler relativement en amont. Donc la suite, les aides mécaniques, c'est un peu la même chose. Et puis, lors de la conception de nouveaux bâtiments, il faut prendre en compte le confort d'été dans les choix architecturaux. Donc, effectivement, on entend beaucoup de débats aujourd'hui sur oui, mais il ne faut pas mettre de la climatisation, il faut d'abord travailler sur l'architecture des bâtiments. Oui, certes, il faut travailler sur l'architecture des bâtiments, mais l'architecture des bâtiments, c'est des choses qui se travaillent en amont, qui se travaillent au long cours, qui se travaillent sur des projets de conception, etc. Ça ne se substitue pas, je dirais, à la climatisation et au rafraîchissement des locaux. Il faut travailler sur les deux en parallèle. Donc voilà quelques exemples de mesures de prévention technique dont je vous ai parlé. Les bungalows climatisés, la peinture des toitures en blanc, le fait de travailler, voyez, avec le Barnum ici, à l'ombre sur un chantier. En plus, là, on voit qu'il y a de la mécanisation derrière. Les brises de soleil pour justement éviter que le soleil ne rentre dans les bâtiments. Voilà. Et puis la géothermie, qui est un élément qui permet de rafraîchir les bâtiments tout en économisant de l'énergie. Voilà. Et puis, donc, je vais vous parler des mesures de prévention humaine. Donc, il est important d'informer les salariés des risques spécifiques liés à la chaleur et des mesures de prévention qui sont prévues dans les entreprises, de mettre en place des formations adaptées au poste de travail et au port des EPI. Hein, il y a une grosse vigilance aussi par rapport au port des EPI. Compléter si besoin la formation des sauveteurs secouristes du travail, j'en parlais tout à l'heure. Sensibiliser aux mesures d'hygiène de vie permettant de réduire les risques liés à la chaleur, notamment sur les tenues de travail. Bon, les tenues de travail sont censées être fournies par les employeurs. L'alimentation, la boisson notamment, éviter la consommation d'alcool, etc., qui favorise la déshydratation. Fournir des vêtements de travail de couleur claire qui permettent l'évaporation de la sueur, qui soit relativement ample pour justement
permettre l'évacuation de la sueur. Fournir des couvre-chefs qui sont munis de couvre-nuque, notamment en cas de travail en extérieur et d'exposition prolongée au soleil, et fournir des équipements de protection individuelle adaptés qui réduisent l'inconfort thermique. Il existe aujourd'hui des dispositifs, notamment par exemple les gilets rafraîchissants. Alors l'effet pour permettre d'abaisser la température du corps, il faut voir en fait la situation de travail précisément. Il n'y a pas de solution universelle. Malgré tout, en termes de confort, il y a certains équipements qui permettent d'améliorer le confort notamment et qui permettent de soulager un petit peu voilà, les salariés. Donc, moi, ce que je vous engage à faire, si c'est des solutions que vous envisagez, c'est de faire des essais et de tester différentes solutions et de voir celles qui correspondent et qui conviennent le mieux aux salariés. Pour autant, ces dispositifs-là, aujourd'hui, ne sont pas des EPI et ne permettent pas de se soustraire à toutes les mesures de prévention que j'ai évoquées précédemment, et notamment les mesures de prévention organisationnelles et techniques qui doivent prendre l'ascendant sur les mesures de prévention humaine et sur le port d'équipements de protection, d'équipements individuels. Voilà, donc quelques exemples de mesures de prévention, de communication. Vous avez un guide de l'OPP-BTP sur les équipements rafraîchissants, la communication, le port de couvre-nuque, etc. Je voulais vous parler également de l'exposition aux UV solaires, et là ça tombe bien, on est le 24 juin, on est à peu près au moment de l'année où l'exposition aux UV solaires est la plus élevée. Parce que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut se découvrir. En gros, l'exposition aux UV solaires, ça engendre des cancers de la peau. Ça, c'est une certitude, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'exposition au travail, elle n'est pas à négliger. Donc, il y a des moyens de prévention. On organise le travail. On évite les heures les plus exposantes, on met en place des rotations des postes, on travaille sous ombrage en extérieur, on fournit des tenues de travail couvrantes et légères, et encore une fois, chapeau, couvre-nuque, lunettes et crème. Je vous ai mis là une petite communication de la DGUV, qui est notre équivalent en Allemagne, à savoir qu'en Allemagne, les cancers de la peau d'origine professionnelle sont reconnus comme des maladies d'origine professionnelle, et ça donne lieu chaque année à peu près, je crois, 4000 reconnaissances de maladies professionnelles à ce titre-là, et vous avez des métiers qui sont fortement exposés. Sans surprise, c'est dans le BTP, c'est également voilà, tous les travaux en extérieur, espaces verts, etc. Voilà. Et puis, vous avez pas mal d'éléments de communication qui sont disponibles sur le site de l'INRS, de l'OPP-BTP, etc. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup Thomas pour tous ces exemples concrets. Je vais rapidement vous rappeler qu'on a mis des liens utiles qui seront complétés avec les derniers arrêtés, notamment qui sont sortis dans les départements. Donc, on a vu là la DETPP 46 a précisé le dernier qui est sorti ce matin sur les horaires possibles de travail. Du coup, vous retrouvez le replay voilà, de ce webinaire, vous le retrouverez directement sur les liens qui sont cliquables ici. Comme habituellement, le programme des futurs rendez-vous santé-sécurité, donc sur le second semestre, on en avait déjà parlé sur les thématiques. Là, vous avez maintenant les horaires et vous pouvez cliquer sur le programme et le lien d'inscription. Voilà, sur les 4 prochains. On a le partenaire avec la CARSAT, donc où on anime. Voilà, je vous ai remis les dates des ateliers OIRA. Donc, l'OIRA, c'est un outil TPE-PME pour l'évaluation des risques pro. Donc, on pourra rééchanger, on vous aidera à intégrer dans votre document unique ce risque de forte chaleur.
Voilà, donc vous avez retrouvé les dates par département ici. Rappelez que demain, on a un webinaire spécifique, s'il y en a qui sont intéressés, sur le risque chimique et notamment les aides financières spécifiques, pardon. Et je fais le lien aussi avec l'ensemble des thématiques qu'on traite en fait sur le service développement durable. On a un webinaire donc lundi prochain qui pourra en intéresser certains, donc où on reviendra plus spécifiquement. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions sur voilà, le bâtiment et le confort d'été. Donc on fait un webinaire en partenariat avec Envirobat où on vous présentera du coup tous les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre avec des accompagnements adaptés et des retours d'expérience qui ont été mis en place dans certaines entreprises. Voilà, je veux pas être plus long pour laisser place aux questions en fait que nous avons. Donc, merci donc à Frédéric Hamelin qui était j'allais dire en support pour répondre aux nombreuses questions directement dans le chat. J'en ai identifié certaines du coup. Donc, peut-être Virginie a apporté quelques précisions. J'ai vu que vous avez répondu, mais on avait beaucoup de questions sur tout ce qui pouvait être aménagement du temps de travail, notamment en fonction des secteurs d'activité et aussi en termes de récupération des heures. Ce que je vous propose, c'est qu'on fera l'extraction du chat, on vous l'enverra en complément du support, mais peut-être amener quelques précisions là-dessus. Il y a eu quelques questions effectivement sur le fondement juridique que j'ai mis dans le chat sur la récupération des heures perdues. Sur la rémunération aussi, hein, bon, c'est juste un déplacement horaire, donc ça donne pas lieu à une double paye ou une majoration au titre des heures supplémentaires, hein, puisque le salarié est payé normalement. Sur le fait de pouvoir imposer ou pas l'aménagement des horaires en cas de canicule, donc le salarié peut pas refuser, sauf pour un motif légitime, hein, qui pourrait être d'une raison médicale. Mais c'est à prendre évidemment au cas par cas. Voilà ce que je peux dire grosso modo. Je ne sais pas si vous voyez d'autres questions. J'ai pas pu toutes les parcourir, mais en tout cas, il y a bien un fondement juridique et les dispositions sont assez claires sur le principe. Voilà. Euh, Très bien, oui, après, on pourra pas répondre, on va dire au cas par cas sur ça. Il y avait peut-être une question aussi en lien avec les EPI et les tenues vestimentaires, notamment est-ce que les shorts sont adaptés? Alors, oui, j'ai vu une question autour de le port de short dans des ateliers, alors que le DU prévoit qu'il ne faut pas en porter pour des raisons évidentes de sécurité. Là, c'est une évaluation à faire pour l'employeur. J'allais dire que le port de short, c'est peut-être pas la solution la plus adéquate en cas de canicule, hein. Il y a bien d'autres mesures organisationnelles qu'on a détaillées ici qui peuvent être mises en place. Donc voilà, mais après, c'est à l'employeur d'évaluer le risque. Moi, j'insisterai quand même vraiment sur des mesures organisationnelles, d'aménagement horaire, d'adaptation des locaux, de ventilation, de rafraîchissement, des pauses régulières, rafraîchies, plus que, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions autour des équipements de protection individuelle. C'est pas la première mesure qu'il faut prendre, hein, qu'il faut penser au départ, hein. Il faut rester dans les principes généraux de prévention, hein. D'abord éviter le risque, ensuite mettre en place des mesures de protection collective et puis, dernier recours, protection individuelle. Et moi, j'aurais tendance à dire, par des périodes de forte canicule, c'est pas parce qu'on porte un short que ça ne nous exposera pas au risque. Voilà. Je vois que Thomas acquiesce. Donc, Je ne peux qu'acquiescer. C'est Ah, exactement très pertinent. merci pour pour ces compléments. Il y avait les dernières questions concernaient les travailleurs en fait qui étaient soit dans des bureaux ou dans des ateliers qui étaient à l'ombre en fait et par des températures un peu élevées. Donc, bon. Est-ce qu'on a des compléments d'information? Donc, ça a été dit, hein, les mesures de prévention, mais peut-être il y a des spécifiques qui touchent ces employés. on va, je te laisse la parole, Thomas. Non, pas spécifiquement. Après, voilà, à partir du moment où on est dans des locaux à l'intérieur, il est possible de climatiser, de rafraîchir. Donc, voilà.
et de travailler à plus long terme sur l'isolation thermique des bâtiments, les choix architecturaux qui permettent de faire que les bâtiments soient rafraîchis naturellement, autant que possible. Merci pour ça. Est-ce que vous avez un exemple peut-être de ce qui peut être fait en cuisine? Je crois que c'est la dernière question qui a été posée. En cuisine, climatisé, ouais. Et puis après, peut-être, ouais, disons qu'après la difficulté en cuisine, c'est effectivement qu'on évacue les fumées de cuisson en fait. Donc on a une grosse quantité d'air qu'on vient rejeter à l'extérieur. Maintenant, voilà, le principe c'est de rafraîchir autant que possible l'atmosphère de travail. Ouais. Très bien, je regarde si... parce que du coup, il y a eu beaucoup de questions où on a eu déjà les réponses apportées. Comme je le précisais, on aura les... je vous ferai une extraction de ces questions avec les réponses associées. Mm. Juste, Et- Vincent, j'étais en train de réfléchir pour les cuisines. En fait, au final, on extrait de l'air d'un côté. Il faut bien que l'air rentre d'un autre côté. En fait, le mieux, c'est d'insuffler de l'air rafraîchi. Voilà. Je vois que Frédéric a amené quelque chose. Et après, bon, ouais. On reste sur des questions assez génériques sur du coup, des températures au niveau du point Mm. des zones de travail et qui sont spécifiques après à voilà, certains secteurs d'activité. Est-ce que vous avez vu une dernière question auquel vous pouvez amener des précisions? Sinon, vu on est dans le timing et qu'on a un petit peu dépassé, on va conclure ce webinaire. Il y a eu pas mal de réponses qui ont été apportées dans le chat, donc Ouais, c'est ce que j'ai vu également. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas à vous deux de vous être prêtés à l'exercice. Merci à vous en tant que participants. Donc, ça avait été dit, mais le support vous sera bien communiqué avec le lien pour le replay. On ajoutera également les liens là, des outils et des derniers arrêtés dans la présentation. Et on vous fera également parvenir les réponses qui ont été posées dans le chat. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et du coup, ben, voilà, restez au frais et mettez en place les mesures de préconisation qui vous ont été illustrées aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Bonne fin Bonne de journée. journée.